Bonsoir à tous et merci de suivre votre émission Dialogue citoyen, l'émission de suivi citoyen des programmes du président du Faso sur la télévision du Burkina. L'émission s'organise, vous le savez, dans le cadre du Présimètre. Le Présimètre, c'est donc le suivi citoyen du programme des engagements du président du Faso pris lors des élections de 2015. Et donc, à l'origine, vous avez la CODEL, Diaconia WaterAid, en collaboration bien sûr avec votre télévision, la RTB. Invité de ce soir, le docteur Nicolas Meda, il est le ministre de la Santé. Avec lui, il sera question de plusieurs thématiques, la gratuité des soins, l'approvisionnement par exemple des produits et l'assurance maladie universelle. Avec lui également, on va aborder les questions d'hygiène dans les centres de santé, les questions d'infrastructure et puis on va parler de la question de gestion des épidémies. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Simon. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez certainement l'habitude de suivre cette émission. Alors, pendant ce temps, les téléspectateurs s'installent. Ils ont la possibilité de nous appeler en direct pour intervenir soit au téléphone en nous appelant au 25 40 79 03 ou encore en postant leur message sur le www.presimetre.bf/dialogue citoyen ou tout simplement en suivant les débats sur le plateau puisque nous avons des invités qui vont débattre directement avec vous. Mais en attendant, place aux questions avec nous ici sur le plateau et on aborde la question de la gratuité des soins. Monsieur le ministre, le 2 avril 2016, le gouvernement de Burkina s'engage, c'est d'ailleurs un engagement du président du Faso pendant la campagne, sur le chemin de la gratuité des soins. On va dire près de 2 ans après, on entend beaucoup plus parler de balbutiement parce qu'il y a, semble-t-il, des manques et des ruptures en approvisionnement sur le terrain. Merci de cet espace que la télévision nationale du Burkina offre au secteur de la santé pour rendre compte de ce qui est fait. Je crois que ce soir, c'est pour dire, parmi les promesses de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, lesquelles ont été tenues par le secteur de la santé en fonction de ce qui lui a été attribué comme engagement pris par son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et donc, la question porte sur la gratuité. Assurément, pour moi, c'est la mesure sociale phare de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. C'est une mesure phare qui concerne 25% de la population burkinabé. Donc, environ 5 millions de personnes bénéficient de cette mesure. Les enfants de 0 à 5 ans. Les enfants de 0 à 5 ans. Les femmes enceintes. Les femmes enceintes, celles âgées de 25 à 55 ans, pour tout ce qui concerne le dépistage des cancers féminins. Cette mesure profite, après le lancement par une phase pilote 2 avril au 2 juin, à partir du 2 juin, toute l'étendue du territoire profite de cette mesure de gratuité. En quoi ça consiste? Ça consiste à ce que tous les services curatifs, c'est-à-dire les enfants malades qui consultent les formations sanitaires, dans lesquelles ils ont une consultation, des examens ou une hospitalisation ou des interventions, tout cela est gratuitement pris en charge. Les femmes enceintes qui ont des interventions chirurgicales, tout cela est gratuitement pris en charge. Les femmes qui ont besoin de dépistage du cancer du sein, dépistage du cancer du col, tout cela est pris en charge. Mais il faut être clair. Ça, c'est le principe. Il faut être clair. Il y a des choses qui ne sont pas prises en charge. Votre déplacement de votre domicile à la formation sanitaire, ce n'est pas pris en charge. Naturellement. OK? Les maladies chroniques des enfants, des femmes enceintes, ce n'est pas pris en charge. Les interventions de confort, si vous voulez remplacer vos lunettes, si vous voulez mettre des prothèses dentaires, ce n'est pas pris en charge. OK? Bien que ça soit important parfois. Cette mesure, aujourd'hui, a permis en une année à environ 10 millions d'enfants
d'avoir accès à des consultations gratuites. On a pratiqué près de 17 000 césariennes. Il y a environ 600 000 accouchements pris en charge gratuitement. Et on a tous les dépistages qui ont été pris en charge gratuitement. Cela a rassemblé environ 15 millions d'actes de santé. Cela a coûté 27 milliards au budget de l'État. Si l'État n'intervenait pas dans cette gratuité, ces 27 milliards devaient sortir de la poche des populations bénéficiaires. Ces 27 milliards représentent environ 14% des dépenses de santé du ministère. Et globalement, nous avons la preuve par justement l'examen citoyen, puisque nous avons eu la décence de confier aux organisations de la société civile, à des ONG responsables, de vérifier l'effectivité, la gratuité des soins. Notamment avec le CIFOEP. Voilà. Alors, les gens vont à pas, domicile. Le problème ne se trouve pas à ce niveau. Le problème, c'est que vous annoncez les chiffres qui peuvent être vérifiables, mais est-ce que ce que les populations remontent aussi, c'est que souvent on vous donne vos coupons de prise en charge, vous arrivez dans les pharmacies et puis finalement il n'y a rien, rupture de médicaments. Cela compte pour 17%. 83% de la prise en charge est gratuitement assurée avec la chaîne des services assurés. Mais effectivement, vous avez raison, dans 17% des cas, nous faillons à donner les médicaments. Pourquoi? Parce que, globalement, nous avons connu en 2016 une crise à la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques. Cette crise a dévasté les stocks de cette centrale. Nous sommes en train de reconstituer... Crise entretenue par le ministère de la Santé. Absolument, mais nous sommes en train de reconstituer les stocks. Vous avez connu l'ampleur des dettes que cette centrale avait accumulées, 18 milliards aux fournisseurs qui ne voulaient plus rien livrer. Nous venons d'éponger ces dettes pour l'ensemble des fournisseurs et aujourd'hui, nous commençons à recevoir des stocks. Nous pensons qu'au premier trimestre 2018, tous les stocks seront complets avec bien sûr la reprise de ce qu'on appelle les stocks de sécurité, les seuils d'alerte, ainsi de suite. Et bien sûr, jusqu'au dernier kilomètre, nous allons travailler à ce que les stocks soient disponibles. Mais vous avez raison, mais cela ne concerne que 17% des cas de gratuité. Cela veut dire que 83% pour nous, universellement au Burkina Faso, les gens ont accès. Et mais nous souvent avons dans des conditions toujours pas faciles pour les agents de santé, parce que c'est vrai, si la mesure de gratuité a permis la fréquentation effective des centres de santé, de l'autre côté, vous n'avez pas aussi augmenté le nombre d'agents pour pouvoir prendre ces patients qui arrivent en charge. Ça, c'est effectif, mais pas partout. Nous avons fait l'exercice de voir la surcharge de travail dans des districts sanitaires. Nous avons pris par exemple le district de Bogodogo que vous connaissez mieux que moi. Il s'agit d'aller dans des formations sanitaires et pendant une année, nous avons mesuré la surcharge de travail de ces travailleurs. Et bien sûr, dans le district de Bogodogo, nous avons constaté que pour les normes en personnel, ils étaient beaucoup plus en surnombre. C'est-à-dire, le nombre de personnel était multiplié par 3, ce qui faisait que la charge de travail n'était pas aussi écrasante malgré la gratuité. Mais bien sûr, il y a des zones que nous appelons les déserts médicaux où réellement, il y a des problèmes. Et pourquoi il y a des problèmes? Parce que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller dans ces zones. Tout le monde est agglutiné à Ouaga, à Bobo, à Dédougou. Personne ne veut aller à Liptou, à Logobou, personne ne veut aller à Kouéré, personne ne veut aller à Tongomaël, alors que c'est là où se trouvent les populations qui ont surtout besoin
de services de santé. Et donc, nous voulons travailler à équilibrer la distribution du personnel de santé pour que la charge de travail soit équilibrée, pour que certains ne soient pas en surnombre alors qu'il y a des déserts médicaux au Burkina. Alors, Monsieur le ministre, dans vos centres de santé, il y a un problème d'hygiène qui se pose très souvent, alors que on est aujourd'hui au Burkina face à une épidémie qui s'appelle l'hépatite B, qui est très sensible justement à ces questions d'hygiène-là. Mais il s'est dit que même les agents de santé, pour tout simplement se libérer, on recourt pratiquement à leur bureau pour le faire. Vous avez raison, il y a un travail énorme à faire en matière d'hygiène hospitalière. Ce n'est pas seulement dans le secteur de la santé que le problème d'hygiène se pose. C'est pour l'ensemble du Burkina. Peut-être que nous en reviendrons, mais globalement, dans les formations sanitaires, déjà, l'entretien des infrastructures d'hygiène pose problème. J'ai eu à fréquenter certaines formations sanitaires, j'ai eu à visiter certaines formations sanitaires, et comme vous, j'ai cherché, par démonstration de ce qu'est l'hygiène, à aller dans des toilettes pour voir de quoi il s'agit. Bien sûr, je ne vous recommanderai pas certains endroits. Donc ça, c'est un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que, globalement, le niveau des personnels peut-être engagés pour s'occuper de l'hygiène n'est pas au point par rapport aux normes en matière d'hygiène. Un peu partout, chacun a recruté des sociétés chargées de nettoyer ou de faire ci ou ça. Peut-être que réellement, les filles et garçons de salle devraient être plus responsabilisés sur l'hygiène. Si vous visitez les grands centres où l'hygiène est une priorité, vous verrez à chaque porte un tableau où on mesure à quelle heure telle chose a été nettoyée, à telle heure tel passage a été fait pour vérifier que c'est nettoyé. Ce n'est pas le cas dans les formations sanitaires. Et parce que ce n'est pas le cas, vous voyez, bien sûr, parfois des infections associées aux soins. Et ces infections associées aux soins, ce n'est vraiment pas normal que quelqu'un déjà malade se rende dans une formation sanitaire et en ressort, je dis en ressorti, peut-être qu'il n'en ressort pas, avec une bactérie multirésistante, avec un arsenal d'antibiotiques très limité, où ce qui existe pour contrôler cette bactérie est extrêmement cher. Et donc, c'est de la responsabilité du secteur de la santé de faire de l'hygiène hospitalière une priorité. On ne vous entend pas là-dessus, votre département n'agit pas. On a ce soir l'exemple que nous agissons. La télévision nationale du Burkina a présenté un documentaire avant votre émission qui montre les engagements du ministère de la Santé avec ses partenaires pour sensibiliser sur l'hygiène hospitalière, former les gens sur l'hygiène hospitalière et développer toute l'infrastructure, tous les équipements nécessaires pour assurer l'hygiène hospitalière. Deuxièmement, nous développons de la formation pour qu'il y ait des spécialistes d'hygiène hospitalière. À Bobo Dioulasso, à l'université Nazi Boni, il y a un diplôme interuniversitaire qui ne fait que ça, de l'hygiène hospitalière, et les cohortes vont sortir aujourd'hui pour être distribuées dans l'ensemble des formations sanitaires pour s'occuper d'hygiène hospitalière. À l'université Joseph Kizerbo Ouaga 1, nous avons une formation de spécialistes en santé publique, option, hygiène hospitalière, qualité de soins et sécurité des patients. Et petit à petit, ces ressources humaines qualifiées en hygiène hospitalière vont faire la différence. Alors, on va terminer par cette question. Je crois, lors du dernier Conseil des ministres, vous avez eu quitus pour un certain nombre d'infrastructures en mode PPP. Et du coup, on voit venir le développement de ce qu'on appelle un muta langue. Quelque part, est-ce que, d'abord, développer une infrastructure publique sanitaire avec du PPP, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous pouvez me permettre de vous corriger? Allez-y. En fait,
jusqu'à ce jour, aucun conseil des ministres n'a autorisé dans le secteur de la santé la signature d'un contrat en mode partenariat public et privé. Ce qui s'est passé, c'est que le budget de l'État a connu un taux d'exécution très réduit à l'examen au milieu de l'année. Le gouvernement a choisi d'accélérer l'utilisation des ressources de l'État pour développer un certain nombre d'infrastructures, équiper un certain nombre d'infrastructures. Et donc, c'est sur le budget de l'État que des contrats, des marchés par entente directe ont été signés. Et donc, on n'est toujours pas en mode PPP. Peut-être qu'on arrivera bientôt. Oui, mais quand même, si ce n'est pas le mode PPP, on a toujours pris la voie du Mutamutalang. Mais en entente directe, je vous ai donné la première explication. La première explication, c'est avec la paralysie du système financier au début de l'année. Vous avez connu les différents mouvements sociaux qui ont paralysé le système financier et économique. On s'est retrouvé au milieu de l'année avec des marchés à passer qu'il fallait passer rapidement pour que le budget de l'État connaisse au moins un taux d'exécution qui dépasse les 80%. C'est la norme que nous nous étions fixée. Et il fallait prendre une décision. Si on commençait les procédures habituelles, on allait passer ces marchés, mais ces marchés allaient connaître peut-être une exécution au-delà de l'année budgétaire. C'est responsable d'avoir choisi l'entente directe qui accélère le processus en choisissant des fournisseurs agréés par l'État. Pour être agréé par l'État, il faut déjà avoir quand même une certaine recevabilité administrative, une certaine surface financière à laquelle on a confiance et avoir des états de service qui font autorité pour que vous soyez qualifié. A priori, dans un appel d'offres normal, ces personnes sélectionnées auraient gagné ces marchés dans le secteur de la santé. Nous avons surtout accéléré le processus et déjà des livraisons vont commencer pour certains équipements. Maintenant, pour les constructions, vous savez que ça peut prendre 3 à 6 mois. Mais globalement, tout a été fait. 16 milliards ont été engagés pour cela. Et c'est ce que la population attend de nous, vu ce que nous venons de discuter du délabrement de certains services, source d'inhospitalisés à cause de l'hygiène défectueuse. J'avais dit que ça allait être la dernière question, même pas du tout, parce que vous allez quand même dire un mot sur la dengue. L'année dernière, on a connu la dengue. Cette année, on en connaît encore, mais le vrai problème, c'est que c'est pendant que la dengue se déclenche qu'on commence à former les acteurs pour la prise en charge. Vous avez raison, et cela va cesser. Le secteur de la santé sait maintenant qu'on n'attend plus des plans de riposte, on attend des plans d'anticipation. Et c'est sur ça que nous nous sommes engagés pour les années à venir. Pourquoi il y a eu l'épidémie de dengue cette année? Et cette épidémie a été 2 à 3 fois plus massive que l'épidémie de 2016. Bien sûr, avec la qualité de la prise en charge, la létalité a été plus faible. Si l'an passé, 3 personnes sur 1000 atteintes mouraient, cette année, à peu près moins d'1 personne sur 1000 meurt avec cette épidémie. Cela veut dire que les gens consultent tôt et la prise en charge est meilleure. Mais nous ne voulons pas prendre en charge des cas, nous voulons qu'il n'y ait plus de cas de dengue. Et comment nous allons procéder? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment la responsabilité collective et la responsabilité des citoyens. Les moustiques survivent parce que nous cultivons un environnement qui permet aux moustiques de pulluler. Qu'est-ce que chacun fait dans sa cour, dans sa maison, pour ne pas conserver des moustiques? Avec des canaries, de l'eau ici qui stagne, des toilettes complètement infectes qui sont des milieux de culture
des moustiques. Et donc chacun, la responsabilité citoyenne, la responsabilité communautaire doit permettre une lutte communautaire contre la pullulation des moustiques. Deuxièmement, nous devons utiliser les moyens techniques et nous avons effectué tout dernièrement une visite de travail à Cuba. Cuba, c'est l'exemple en Amérique centrale d'un pays insulaire qui a vaincu les maladies vectorielles avec ses outils. Nous allons conclure avec Cuba un partenariat qui va permettre de lancer une lutte contre les larves, les gîtes larvaires. D'abord, identifier, cartographier où se trouvent ces gîtes larvaires et les détruire avant que la saison de pluie ne commence, de sorte à ce que, une fois la saison de pluie installée, qu'il n'y ait même pas de moustiques pour se développer. Globalement, cela nécessite la responsabilité de l'ensemble des communes. Cela nécessite la responsabilité des mairies. Pourquoi? Parce qu'il y va de la responsabilité de chaque collectivité d'assurer l'hygiène, l'assainissement, la salubrité publique de son secteur. Et le ministère de la Santé va accompagner. Qu'est-ce que Cuba a fait, par exemple, que les mairies, les collectivités peuvent faire? Et ça va trouver du travail pour la jeunesse. Cuba a essaimé l'ensemble des communes, l'ensemble des arrondissements, l'ensemble des secteurs de brigades d'hygiène et d'assainissement. Comme ce qui se fait pour la sécurité routière, c'est un gisement de métiers pour les jeunes qu'on peut ouvrir au Burkina pour que l'ensemble de ces brigades quadrillent le Burkina pour détruire partout où se trouvent ces moustiques. Voilà à peu près la chaîne des événements qui doit s'installer au Burkina pour qu'il n'y ait plus d'épidémie, de maladies à transmission vectorielle. La dengue est le signal pour le Burkina, mais il peut y avoir d'autres maladies vectorielles. Absolument. Et nous ne voulons pas cela. Et voilà à peu près ce qu'on peut faire. D'accord. Ce soir, vous avez le docteur Alfred Ouedraogo qui va s'entretenir avec vous. Vous l'aurez compris, place aux citoyens à présent pour les échanges. Docteur, prenez place. Et à vous la parole. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, cher maître. Ah non, pas de maître ici. C'est pour détendre l'atmosphère. D'accord. Alors, je suis président d'une association, SOSL International. Supposons que demain, à la réunion de mon conseil d'administration, nous décidons de nous intéresser aux approvisionnements des médicaments. Et nous décidons d'avoir un entrepôt gigantesque à Ouaga et des entrepôts dans les 13 régions, même plus loin dans les 45 provinces et dans les presque 300 communes. Et nous décidons d'inviter le gouvernement à travers le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie, le ministère du Commerce, à envoyer quelques administrateurs dans ce conseil d'administration, sans pour autant que le gouvernement ait la majorité absolue des administrateurs, donc théoriquement ne peut influencer les décisions de ce conseil d'administration. Et alors, si SOSL International venait au ministère de la Santé pour demander le monopole de l'approvisionnement du médicament pour toutes les structures publiques de santé, aurions-nous ce monopole? Monsieur le ministre. Merci pour ce dialogue citoyen. C'est une question aiguë, c'est la disponibilité du médicament. Vous savez qu'avec le lancement du mouvement Santé pour tous d'ici à l'an 2000 qu'on n'a pas eu, et qui a affirmé tout ce qui est tout le mouvement pour les soins de santé primaire, un des fondements de ces soins de santé primaire, c'était la disponibilité des médicaments. Le Burkina a choisi d'offrir des médicaments génériques de qualité élevée, mais à moins de coût à la population. Et a délégué ce service public à une association qui s'appelle l'association CAMEG pour cela. Et donc c'est une délégation à peu près de service public.
la question qui se pose ce soir, c'est est-ce que une autre association peut aussi créer le même service et peut-être doubler la CAMEG actuelle en demandant le même monopole? Dans la question, il n'est pas dit quelle sorte de médicament sera fourni. Générique. Bon. Et plus compétitif que ce que la CAMEG donne, parce que vous avez des grossistes qui ont pu faire des approvisionnements, des grossistes privés, à des prix beaucoup plus compétitifs que la CAMEG. Très bien. Exemple. Donc, j'ai compris. Ce que je vais vous conseiller, c'est réellement de penser au marché que vous allez pénétrer, parce que la CAMEG a déjà, en tout cas, la CAMEG a déjà couvert l'ensemble du marché. Il faut que vous ayez une force de pénétration plus puissante que la CAMEG. Et cela veut dire que votre dossier pour créer votre infrastructure, votre plan d'affaires aura certainement, s'il y avait un jury pour examiner, des difficultés à passer dans la mesure où la couverture de la CAMEG aujourd'hui au Burkina est totale. Et si vous voulez dupliquer ce service, on va vous demander, c'est pour gagner quelle part de marché, étant donné que la CAMEG occupe 100% du marché. Mais votre question n'est pas celle-là. Votre question, c'est qu'on s'engage dans la relecture actuelle des textes sur le statut de la CAMEG, où le gouvernement a donné un cadrage assez clair. Nous sommes ouverts et c'est le dialogue citoyen, c'est une concertation large qui va permettre de savoir quel est le statut de la CAMEG qui permet d'assurer l'approvisionnement continu, régulier, sans rupture à la population. Quel est le statut qui permettra de prévenir à jamais les crises de gouvernance que la CAMEG a connues, et quel est le statut qui va permettre de stabiliser et de rendre de plus en plus le médicament moins cher au Burkina Faso. Voilà à peu près ce que je crois votre question veut qu'on discute. Et je vois que vous avez bien vu là où je voulais en venir, parce que depuis la création de la CAMEG, dans le régime passé, pour chaque ministre qui venait, on assistait à une crise. Et 3 DG sont partis avec presque 50 milliards à chaque fois. Ah non. Ah, si, pendant le régime passé, il y a jusqu'à 3 DG, parce que chaque ministre qui vient veut avoir la gouvernance de la CAMEG. Contrôler la caverne. Parce qu'effectivement, le coût de la santé, le coût de la gratuité des soins va chercher autour de 80% sur le médicament. Donc, sur vos 27 milliards, presque 17 milliards revient aux médicaments. C'est une manne. Et évidemment, quand on a dans le même régime fort que l'on avait le régime comparé, où malgré la puissance, l'autorité, avec la présence du RSP, chaque ministre en créait une crise, vous pourriez comprendre aisément que dans l'optique d'un changement de régime, il peut y avoir forcément une crise. La preuve est que votre prédécesseur a voulu disposer de cet outil. Quand vous êtes arrivé également, le DG a été changé. Dieu merci, la crise se tasse. Mais est-ce que vous ne surestimez pas les capacités de cette CAMEG? Est-ce que confier le médicament à une association dont l'État n'a pas la maîtrise? Parce qu'à l'heure actuelle, quand nous prenons les textes de la CAMEG, l'État est minoritaire dans le conseil d'administration. Donc, que ce soit le président du conseil d'administration, que ce soit le DG, l'État peut ne pas avoir la maîtrise. Et à chaque changement de régime, supposons que vous arrivez à nommer des administrateurs qui sont en phase avec le MPP. Si en 2020, un autre parti vient au pouvoir, la même crise va se répéter. Est-ce qu'il n'est pas temps pour l'État de s'approprier au moins cette structure, qu'elle reste association ou une forme sociétale, que l'État puisse en avoir la maîtrise? Sinon, nous ne voyons pas la contrepartie de l'accord d'un monopole de fait à cette structure.
c'est un peu la question dont nous avons voulu aborder. Et vous avez vu que même les stupéfiants sont commandés par cette association. Et avec le terrorisme qui existe dans nos pays, quand il n'y a pas un suivi, on a vu que l'agence qui contrôle les stupéfiants avait Question-réponse parce que vous n'avez que 10 minutes, sinon vous allez épuiser vos 10 minutes. Avait livré une part importante de stupéfiants pour les blocs opératoires, mais in fine, il y a eu toujours des ruptures de stupéfiants au niveau des blocs. Est-ce qu'il n'est pas le temps de s'approprier vraiment de cet outil? Vraiment, tout ce que vous avez dit, je peux dire, c'était avant. Nous sommes dans une nouvelle ère de renouveau démocratique où nous voulons une gouvernance vertueuse. Et cette gouvernance vertueuse part de ce que nous avons déjà fait pour la phase transitoire de la résolution de la crise de la CAMEG. Effectivement, vous avez raison, la CAMEG attise beaucoup de convoitises. C'est une société qui brasse entre 40 et 50 milliards de chiffre d'affaires. Et bien sûr, il y a eu des crises parce que beaucoup de mécanismes n'ont pas fonctionné. Je peux vous dire un verrou que les pouvoirs publics ont posé et un verrou qui n'a pas fonctionné. Ce verrou, c'est le comité de supervision. C'est composé du ministère de la Santé, du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement et du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Et donc, ces trois ministères chapeautent ce qu'on appelle le comité de supervision. Et ce comité de supervision a été absent dans le contrôle de l'action du conseil d'administration pendant la crise. Ou peut-être c'est ça qui a entraîné. Globalement, dans le recadrage que nous voulons, il faut que ce comité de supervision joue son rôle de verrou, d'orientation, de garant, de contrôle et de sanction, puisque nous avons, avec le gouvernement, la possibilité que tous les corps de contrôle aillent voir ce qui se passe à la CAMEG. C'est une délégation de service public et tous les corps de contrôle, et l'ASE a fait un diagnostic en 2016 à la CAMEG. Il y a eu des non-conformités, environ 234, et l'administration provisoire de la CAMEG est en train de les résorber. Ce comité de supervision, je crois que les textes vont verrouiller sa prépondérance dans le contrôle de l'action de l'administration de la CAMEG. Deuxièmement, l'administration de la CAMEG, le conseil d'administration. Vous aurez à contribuer puisque les concertations ont été engagées. Je crois que les partenaires sociaux seront consultés, tous les ordres professionnels seront consultés, les usagers du système de santé seront consultés, les patients seront consultés, le gouvernement sera consulté, les partenaires techniques et financiers seront consultés et chacun va donner son idée sur comment verrouiller la gouvernance, comment verrouiller l'administration pour éviter toutes les crises, pour éviter que chaque ministre ne s'immixe dans l'administration de la CAMEG. Personnellement, je ne crois pas m'être immixé dans l'administration de la CAMEG, mais c'est les citoyens à vérifier ce que le ministre de la Santé fait. On va prendre un téléspectateur qui est en ligne. Il s'appelle Bouddha Joseph, il appelle de Pau. Bonsoir, monsieur Bouddha. Bonsoir, monsieur le journaliste. Allô? On n'entend pas monsieur Bouddha dans la salle, donc... Okay, allô? Allô? Oui, on l'entend. Vous m'entendez? Allô? 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 Oui, allez-y. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, monsieur Bouddha. Ok, merci bien, monsieur le journaliste. Si vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, sinon oui, on a l'écho... Oui, je me suis éloigné maintenant. Ok, allez-y, votre question. Ok, merci bien. Et j'ai une question à poser à monsieur le ministre de la Santé. Et je commence par un rappel. En mars 2016, le ministre de la Santé en son temps, à la personne de M. Soumaïla Ouedraogo. Votre poste récepteur, M. Bouddha. Pourtant, je me suis éloigné. Allô? Allô? Je peux aller? On va prendre une question sur la plateforme
Présimètre. Je rappelle que vous pouvez participer donc en postant vos messages sur le www.presimètre.bf/dialogue citoyen pendant que la question s'affiche. Voilà, Monsieur le ministre, où en est-on avec la fonction publique hospitalière? La première question. Et puis, quelle est la place du médecin dans notre système de santé quand on voit ce qui se passe dans nos districts où le médecin vient comme un touriste, visite les CSPS et reprend la route pour Ouaga? Voilà, vous avez lu la question. Oui, allez-y. Très bien. La fonction publique hospitalière, c'est un des engagements phares de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, où il a décidé de permettre au système de santé de s'organiser pour à peu près 3 choses. Premièrement, garantir l'obligation de service continu dans le secteur de la santé. Deuxièmement, garantir la qualité des services dans le secteur de la santé. Et troisièmement, motiver l'ensemble du personnel de la santé à s'inscrire dans cette dynamique de continuité des services et de qualité des services. Le gouvernement a examiné un avant-projet de loi qui a été transmis à l'Assemblée, qui va examiner ce projet de loi le 19 décembre 2017. Et si le gouvernement vote ce projet de loi, nous allons en 2018 commencer sa mise en œuvre pour respecter l'ensemble de ses engagements. Obligation de service continu, obligation de qualité de service, c'est un droit que réclament les usagers, les patients, et puis motivation de l'ensemble des acteurs à être dans cette dynamique. Alors, maintenant, pour le tourisme des médecins. Le tourisme des médecins, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire. Nous avons 70 districts au Burkina Faso. Les districts sont un peu à l'échelle des provinces. Et bien sûr, dans les villes, on peut diviser certaines villes en plusieurs arrondissements où il y a des districts. C'est ça qui fait que nous avons 45 provinces et 70 districts. Sinon, en milieu rural, un district égale une province. Et il y a des médecins qui sont dans ces districts pour les administrer, pour organiser la mise en œuvre opérationnelle de la politique de santé. Bien sûr, il est hors de question que les gens habitent à Ouagadougou et soient directeurs ou chefs du district de Kamti. C'est invraisemblable. Donc, c'est peut-être une exagération pour que je parle un peu de l'assiduité, de la présence sur le terrain des professionnels de la santé. Je vous donne un exemple pour illustrer ce que le téléspectateur dit. Je suis allé dans le district de Dano, donc la province de Yoba. Il se trouve qu'il y a une commune qui s'appelle Guéguéré. Et la plupart des infirmiers, des travailleurs qui sont dans cette commune habitent à Dano. Et bien sûr, c'est impensable d'être pendant une urgence la nuit à Guéguéré alors qu'on dort à Dano. Ça, ce n'est pas normal. Nous avons construit pour chaque formation sanitaire des logements. Mais les gens ne veulent pas habiter dans ces logements. Et donc tout ça, c'est des discussions que nous sommes en train de mener pour voir comment, par rapport à l'expérience que le secteur de l'éducation a, comment permettre de gérer un peu ces logements pour que les gens habitent là où les formations sanitaires sont implantées pour être proches des populations, pour les soins continus. Ça, c'est un exemple très précis qui montre que
le téléspectateur a raison de s'inquiéter de cette distance entre certains agents de santé et les populations servies. C'est ça. Alors, M. Bouddha est toujours en ligne. M. Bouddha, votre question, s'il vous plaît. Ok, ma question, c'est par rapport à la politique de gratuité des soins. Je rappelle qu'en mars 2016, le ministre de la Santé en son temps, M. Soumaïla Ouedraogo, nous disait à la télé que le gouvernement a injecté 28 milliards dans la politique de gratuité des soins. Actuellement, il est fréquent de voir dans nos formations sanitaires que lorsqu'une ordonnance est prescrite dans le cadre de cette politique de gratuité des soins, sur une liste de 6 produits, il n'y a que 2 produits qui sont disponibles. À la limite des gants et du paracétamol. On se pose la question. Qu'est-ce que des gants et du paracétamol peuvent faire face à un palu? Maintenant, voici ma question au ministre de la Santé. Quelle stratégie innovante l'actuel ministre de la Santé compte-t-il mettre en place pour que ces 28 milliards qui ont été injectés là, la population à la base ressente que vraiment il y a de l'argent qui a été injecté et que ça parvient aux bénéficiaires sous forme de produits. Même si la totalité de l'ordonnance ne peut pas être honorée, au moins que 80% des produits prescrits puissent être honorés. Merci, M. Bouddha, qui nous appelle de Pau. À vous, M. le ministre. Monsieur Bouddha, je comprends vraiment la question et nous avons déjà abordé cette question. Il souligne un vrai problème. Nous avons connu une crise de l'approvisionnement en médicaments. Là, il faut peut-être insister sur la deuxième partie de sa question, la stratégie innovante pour pouvoir corriger. Nous avons connu la crise et la stratégie part de la remise en état de la CAMEG pour permettre de refaire tous les stocks et permettre d'approvisionner les formations sanitaires. Nous sommes presque à 65%, 70% de satisfaction des demandes d'approvisionnement des formations sanitaires. Mais il faut 100%. Mais il y a un deuxième problème, c'est qu'au dernier kilomètre, les formations sanitaires chargées de se réapprovisionner ont des problèmes de gestion des flux. L'administration banale de la chaîne d'approvisionnement n'est pas maîtrisée par beaucoup de gens. Et donc, nous avons décidé, au niveau du ministère de la Santé, de nous investir dans la formation de l'ensemble du tissu d'approvisionnement pour permettre aux gens de maîtriser ce que c'est qu'un seuil d'alerte, un stock de sécurité, quand est-ce commander, pourquoi commander. Un deuxième problème, c'est la fluidité du financement. Nous envoyons dans tous les districts les ressources, mais entre les districts et les formations sanitaires, ce que vous entendez beaucoup de fois dans les structures de paiement est qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau pour pouvoir faire le dernier transfert. Et bien sûr, les formations sanitaires sans argent ne peuvent pas commander. Et toutes ces difficultés sont en train d'être aplanies parce que ça relève du secteur de l'économie numérique qui doit permettre à tous les agents financiers d'avoir un réseau pour pouvoir faire cela. Et nous réfléchissons à d'autres mécanismes pour permettre... Il y a des mécanismes beaucoup plus simples actuellement avec les mobile monnaies. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, nous utilisons ce mécanisme avec les agents de santé à base communautaire, où les 16 688 que nous avons recrutés, chacun a été immatriculé avec les mobiles monnaies. Vous ne voulez pas citer avec qui nous avons contracté. Non. Et aujourd'hui, nous utilisons cette formule pour que chacun reçoive ce à quoi il a droit aussi facilement. Mais pour les approvisionnements, vous savez que les corps de contrôle n'ont pas encore décidé de supprimer le papier, les bons, les signatures. Et donc, pour l'instant, nous devons savoir comment inventer une nouvelle manière de mieux faire. Madame Asmao Dao est avec nous en plateau ici. Elle va
vous rejoindre donc pour s'entretenir avec vous. Et nous sommes en deuxième partie. Bonsoir madame, vous avez la parole. Bonsoir. C'est une de mes bénéficiaires. Ah d'accord. Bonsoir, Tant mieux. monsieur le ministre. Moi, c'est Asma Odao, journaliste Radio Omega. Je veux dire, c'est difficile de demander à quelqu'un de laver ses mains avant de prendre ton bébé. Et l'OMS dans une étude de l'OMS a dévoilé que 70% des cas de maladies sont dus à un manque d'hygiène et d'eau potable en Afrique sud du Sahara. Et en plus de cela, ce mois de novembre, nous avons célébré la Journée mondiale des toilettes. Et 19,8% de Burkinabés ont droit à des toilettes adéquates. Ma question, qu'est-ce que votre ministère fait en synergie d'action avec les services d'hygiène, avec le ministère de l'eau et de l'assainissement? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué les difficultés d'accès aux médicaments. Et il y a tout un problème. Est-ce que ce n'est pas mieux d'attaquer le mal par la racine? Est-ce que vous ne devez pas être aux avant-gardes de la lutte pour vraiment les conditions d'hygiène acceptables aux populations? Parce que qui manque d'hygiène, forcément, va manquer de santé. Merci beaucoup. C'est Asma Dao. Vous avez certainement lu ma vision de transformation du ministère de la Santé. Parce que tout ce que vous venez de dire, c'est à peu près ce que j'ai dit. Aujourd'hui, soigner coûte excessivement cher. Et ce qu'on peut faire mieux au Burkina avec les ressources limitées, c'est prévenir. Et prévenir, c'est de s'attaquer à des choses aussi simples. Vous avez raison. Il y a un enfant qui meurt par minute lié à ses défauts d'hygiène, à ses défauts d'eau potable, à ses défauts d'assainissement. Par minute, un enfant meurt. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous avons fait un effort. 65% des Burkinabés en milieu rural ont accès à l'eau potable, 90% en milieu urbain. Mais avec cette eau potable, il faut pouvoir se laver les mains avec du savon. Simplement le lavage des mains avec du savon réduit. Si vous regardez les 17 pratiques essentielles pour la survie de l'enfant, le lavage des mains occupe une place centrale. Lavage des mains avant de manger, lavage des mains après les selles, lavage des mains de la maman, de l'enfant, ainsi de suite. Et globalement, c'est quelque chose d'absolument capital. L'assainissement, avoir accès à des toilettes. Nous avons encore des efforts. En milieu rural, vous avez donné le chiffre. En milieu urbain, on ne dépasse pas 36%. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous travaillons pour que, avant 2020, et ça c'est encore des promesses que le président a fait à la population, pour que 0 corvée d'eau arrive et que l'assainissement soit généralisé. Et vous avez remarqué que notre championne, c'est Madame la Première Dame du Faso, avec Faso Toilette. À Zorgo, nous avons lancé, il y a pas longtemps, ce mouvement pour que chaque citoyen offre à sa famille une toilette commode. Globalement, ces actions sont extrêmement utiles à tous les niveaux, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, que ce soit au lieu de travail, que ce soit au niveau environnemental. Je soutiens votre volonté que tous nous nous engageons dans cette action pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène, en commençant par des gestes simples. Et nous avons des exemples. Je peux vous citer un exemple rapidement. Allez dans la province de Boulougou, dans le département de Boussouma. Il y a un village qu'on appelle Djerma. Il y a ce qu'on appelle des clubs communautaires, des gens qui ont décidé, bien sûr, aidés par les professionnels de la santé, qui ont décidé de comprendre comment, en travaillant sur l'hygiène, en travaillant sur l'assainissement,
entièrement piloté par la communauté, il pouvait réduire les maladies. Et rapidement, le lavage des mains dont vous parlez, rapidement, de 3% dans le village, ils sont aujourd'hui à 55%. Ça, ce n'est pas formidable. Et je vous encourage tous à faire le pèlerinage de Guerma et à essaimer dans tous les villages de Burkina ce mouvement des clubs communautaires amis de l'hygiène et de l'assainissement. Maintenant, où en est-on avec la mise en place de l'Institut national de santé publique, l'institut qui doit veiller contre les épidémies au Burkina? Excellent comme question. C'est quelque chose que je portais personnellement. Et donc, c'est très facile pour moi d'y répondre. Il y a 2 semaines, la commission interministérielle qui regroupe l'ensemble des secteurs ministériels qui examinent les dossiers de création de nouvelles institutions s'est réunie autour de la création de l'Institut national de santé publique, qui est aussi un engagement présidentiel, et a formulé 1 ou 2 remarques qui sont en train d'être prises en compte pour que peut-être d'ici 1 mois, il y ait la création de cet institut. La création de cet institut est capitale et participe un peu des innovations pour empêcher que des épidémies sévissent encore au Burkina. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 grands chapitres de mission de cette institution. Bien sûr, ce qu'on sait faire le mieux, c'est la recherche scientifique pour trouver des solutions aux problèmes de santé des Burkinabés. Mais globalement, ce que vous venez de dire, ça se rend dans ce qu'on appelle la veille sanitaire pour avoir une riposte. La veille sanitaire, c'est quoi? C'est vraiment, globalement, si vous voulez que je développe, sinon je peux vous parler toute la soirée. Malheureusement, on n'est pas le temps. S'il y a quelque chose que je connais, c'est ça. D'accord. On n'est pris par le temps, donc je crois qu'on va prendre une question de téléspectateur. Moussa. Voilà, on me permet de vous donner une dernière question. Ok. Le ministère de la Santé parle d'assurance santé, maladie, et il y a aussi également le ministère de la fonction publique. Pourquoi n'y a-t-il pas une synergie d'action entre les 2 ministères pour mieux coordonner, pour donner un bon résultat? Il y a une synergie d'action. Effectivement, le ministère de la fonction publique a ce qu'on appelle le secrétariat technique assurance maladie universelle. Le ministère de la Santé a ce qu'on appelle le secrétariat technique couverture sanitaire universelle. Je vais vous expliquer rapidement les complémentarités pour vous montrer la synergie. La couverture sanitaire universelle a 3 grandes composantes. Il faut dire que là aussi, c'est un engagement présidentiel. C'est tout à fait un engagement présidentiel. Un, c'est de développer les infrastructures, les équipements, les ressources humaines, les produits de santé, de sorte à ce que les services de santé soient proches des populations. Ou, quel que soit là où vit un citoyen, il doit être proche des services de santé. On veut que d'ici à 2020, quelqu'un ne marche pas plus de 5 km pour accéder à une formation sanitaire. Donc ça, c'est le premier volet, développement des infrastructures et des ressources. Deuxième volet, c'est l'offre de soins promotionnels préventifs. C'est votre question. Travailler à empêcher que les Burkinabés ne tombent malades. L'offre de soins curatifs, soigner ceux qui tombent malades, et réadaptatifs, ceux qui ont des séquelles, qu'il y ait des services pour améliorer leur qualité de vie. Ça, c'est l'offre de services. Et la troisième composante, c'est l'assurance maladie universelle. Et donc, dans l'assurance maladie universelle, il y a un côté offre et un côté demande. Le côté offre, c'est la mission principale du ministère de la Santé. Le côté demande, c'est la mission principale du secteur qui s'occupe de la protection sociale, qui est le ministère de la fonction publique. Et c'est là où se trouve l'assurance maladie,
pour tout ce qui est demande. Mais tout ce qui est offre, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de définir les paquets de soins, de fixer les prix et de fournir les services à la population. Voilà, si vous voulez, vous connaissez la théorie des ensembles, vous voyez qui doit être dans quoi. Merci. Malheureusement, tout le monde ne peut pas connaître la théorie des ensembles. Nous allons prendre M. Adama Samandoulgou. Il nous appelle de Bobo Dioulasso. Nous allons dire merci à Asmao Dao qui est venu vous s'entretenir avec vous. M. Adama Samandoulgou nous appelle de Bobo Dioulasso. Bonsoir, M. Samandoulgou. M. Samandoulgou est avec nous? Non, malheureusement. Alors, nous allons... Une question sur la plateforme avant de permettre à Rukiata Ouedraogo de... Monsieur le ministre, d'accord, on y va. Le tabagisme est devenu l'épidémie actuelle et qui décime la frange jeune de nos populations. Et les projections 2025 de l'OMS est sombre. Dans la lutte contre le tabagisme, si on connaît les ravages actuels de cette épidémie. Alors, deuxième question, hein, quel est votre engagement personnel pour la lutte contre le tabagisme? Il y a 1001 questions, donc on va s'arrêter là. Merci. C'est encore un engagement présidentiel de s'occuper de cette addiction qui pénètre surtout les milieux scolaires et universitaires. On commence jeune par imitation et ça dérive ensuite. Et donc, on a mis en place un centre au sein de l'hôpital, au CHU Yagado Ouedraogo, un centre de désintoxication que dirige le professeur Georges Ouedraogo. Ce n'est pas le musicien, mais il est aussi musicien. Absolument. Et donc, il y a ce centre de désintoxication, mais toute l'action d'information, d'éducation, de communication, de sensibilisation est portée par beaucoup d'associations, est portée par la direction de la promotion de la santé au niveau du ministère de la Santé. Et nous avons signé toutes les conventions et nous sommes en phase avec la mise en œuvre de ces conventions. Globalement, nous avons un problème. Il restait une étape où sur les paquets de cigarettes, il fallait mettre des messages de prévention. Et globalement, l'industrie du tabac résiste à mettre une certaine taille de ces messages. Bien sûr, l'OMS dit de commencer autour de 60% pour aller jusqu'à 90%, pour aller jusqu'au paquet neutre si on veut. Mais l'industrie du tabac au Burkina résiste. Mais la concertation a été engagée. Et en plus de la concertation, il y a eu un procès intenté à l'industrie du tabac. Tout cela montre tous les efforts du secteur public pour permettre de préserver la jeunesse de ce fléau qu'est le tabac. Bien sûr, vous connaissez toutes les conséquences. Nous n'allons pas revenir là-dessus. C'est ça, on va s'arrêter là. Et puis, rentrer en contact avec M. Adama Samandoulgou, que l'on a retrouvé entre-temps. Bonsoir, M. Samandoulgou. Bonsoir, messieurs les journalistes. Votre question, s'il vous plaît. Je voudrais poser une question à monsieur le ministre de la Santé. Allez-y, monsieur. Je voudrais savoir à quand la dialyse de Bobo. Et la deuxième question, ils avaient dit que l'hôpital, il y a un nouvel hôpital qui sera construit et que le pierre était déjà posé. L'hôpital de référence sous-régional, grand hôpital, qu'il allait construire. Bon, jusqu'à présent, on n'entend pas parler, on n'entend rien de ça encore. Je ne sais pas où on est avec cet hôpital. Merci, Monsieur Samandoulgou, on a compris. D'abord, la dialyse et puis ensuite le grand hôpital de Bobo.
qui a connu d'ailleurs entre-temps un problème de terrain. Merci. Pour la dialyse, il y a eu une promesse qui est d'ouvrir l'unité de dialyse du CHU Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso le 2 octobre 2017. C'était une planification des responsables de cet hôpital. Une des conditions, c'était avoir à disposition ce qu'on appelle les consommables pour les séances de dialyse. Il se trouve que, malheureusement, la CAMEG qui fait cet approvisionnement a eu la commande du secteur de la santé. Le ministère de la Santé a commandé les consommables et ça prend 3 à 6 mois pour être livré. Parce que ça s'est tombé au moment où les fournisseurs non encore payés rechignaient à produire pour livrer à la CAMEG. Aujourd'hui, je pense qu'aucun fournisseur ne nous réclame encore des dettes et le flux des approvisionnements va commencer. Et nous souhaitons ouvrir un centre qui a un stock de consommables qui peut durer 6 mois pour permettre le renouvellement continu. Actuellement, les consommables disponibles permettent au CHU Yalgado de Ouagadougou de fonctionner, mais incessamment, et le CHU de Tengadogo et le CHU de Bobo-Dioulasso vont ouvrir avec l'hôpital du district de Bogodogo, qui est en train de connaître aussi un développement de ses infrastructures. Et notre ambition, c'est de mailler d'ici à 2020 l'ensemble des hôpitaux régionaux du Burkina d'unités d'hémodialyse. Revenons maintenant au nouveau CHU de Bobo-Dioulasso. Je pense qu'il s'agit du nouveau CHU de Bobo-Dioulasso parce que nous avons aussi un projet de nouveau CHU à Ouagadougou. On a prévu ça à Basenko. Et là, on parle de Bobo-Dioulasso. Là, on parle de Bobo-Dioulasso. Oui. On est presque arrivé. À régler d'abord le Il y avait une question de choix du site d'implantation de ce CHU parce que le site de Nanso était contesté, le site de Borodougou était contesté, le site de Banakeledaga n'avait aucun soutien. Et il y a un bureau d'études avec le conseil du ministère de l'économie verte qui a fait une étude d'impact environnemental et social qui va présenter peut-être dans la semaine à venir ou dans les 2 semaines au conseil communal de Bobo-Dioulasso le résultat de cette étude. Les délibérations du conseil vont bien sûr dire voilà quel site convient avec les résultats de cette étude. Et ces délibérations seront portées au comité de pilotage de la construction de ce CHU de Bobo-Dioulasso qui va examiner et faire la note à l'adresse du gouvernement pour permettre un choix définitif du site. Pour terminer, bien sûr, les investigations pour savoir ce qu'il faut faire sur ce site. Nous avons fini parce que, nous avons inscrit ce projet en mode PPP et nous avons un partenaire qui est prêt à construire cet hôpital en mode PPP. Nous avons aussi des amis qui veulent aussi nous aider à construire cet hôpital et son Excellence, Monsieur le Président du Faso, s'emploie à trouver ses amis. On aura une alternative entre un don qui construit notre hôpital ou un partenariat public-privé qui construit cet hôpital. L'un dans l'autre, tout cela va se décanter dans le trimestre à venir. Madame Roukiatou Ouedraogo est en plateau avec nous. Elle a des questions pour vous. Madame, rejoignez la table pour poser vos questions au ministre de la Santé. Allez-y. Ok. Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, vous avez eu l'occasion devant l'Assemblée nationale de faire le bilan de la mesure de la gratuité. Et dans vos propos, vous avez effectivement salué le fait que l'État appuie les populations à payer les charges de la santé était une très bonne avancée.
Mais également, vous avez noté que cela doit être complété avec le régime d'assurance maladie universelle. Monsieur le ministre, où en sommes-nous aujourd'hui avec l'opérationnalisation de la mesure de l'assurance maladie universelle? Mais dites-nous d'abord, pour les citoyens lambda que nous sommes, qu'est-ce que l'assurance maladie universelle va nous apporter? Merci beaucoup. C'est une composante essentielle, comme je vous l'ai dit, du mandat du ministère de la Santé, qui est d'amener le Burkina Faso vers la couverture sanitaire universelle, qui permet à chaque citoyen, où qu'il se trouve, d'avoir accès à des soins de qualité. C'est à peu près ce qui est l'effet attendu numéro 1 du PNDS dans le secteur de la santé, si vous relisez. Où nous en sommes aujourd'hui, c'est le leader, donc le porteur du projet au niveau du gouvernement, je le répète, c'est le ministère en charge de la protection sociale, le ministère de la fonction publique. Le texte qui permet de prendre le décret d'opérationnalisation puisque la loi est déjà votée, c'est la loi 030 CNT 2015, 060 plutôt. Il reste les décrets d'application et je pense que aujourd'hui nous examinons le mode de financement de cette assurance maladie universelle. Le mode de financement tel qu'il est aujourd'hui ne permet pas de garantir la durabilité de l'assurance maladie. Vous savez, il y a plusieurs systèmes. Il y a le système libéral. Le système libéral américain, suisse, la santé est un bien. Vous avez l'argent, vous l'achetez, vous prenez votre assurance privée, vous l'achetez. L'État ne s'occupe pas de ce que vous faites. Vous avez vu ce que le président Obama a tenté et qu'on veut détricoter. Parce que l'option libérale, la santé, c'est un bien. Il faut l'acheter comme n'importe quel bien. Vous avez l'argent, vous l'achetez, vous n'avez pas, vous démerdez. Il y a, deuxièmement, le système professionnel. C'est un Allemand, le chancelier Bismarck, qui l'a inventé pour protéger les travailleurs. À l'époque, c'était pour garantir une main-d'œuvre apte à produire. Ce système continue. Et bien sûr, c'est le système qu'on dit commutatif, où les travailleurs cotisent, l'employeur cotise, l'État ajoute un peu et pour garantir l'assurance maladie. Mais ce que nous avons choisi et ce que nous privilégions, l'OMS privilégie ça, tous les agents du système des Nations Unies privilégient ça, c'est le système universel, où chacun ne paye rien, mais est soigné selon ses besoins. Chacun cotise selon ses ressources. C'est-à-dire, si vous avez 1 million par mois, votre cotisation ne sera pas comme moi qui n'a pas grand-chose par mois. Et donc, mais il y a une uniformité de la prise en charge. Chacun est pris en charge selon ses besoins. Et le mode de financement, tel qu'il a été bâti, c'est les cotisations sociales avec un taux de cotisation harmonisé. C'est bien sûr l'impôt. Ce n'est pas de l'impôt, mais c'est la cotisation de ceux qui n'ont pas de salaire. Donc, on peut dire que c'est une cotisation, voilà, comme les tontines ou les... Et puis, troisièmement, c'est tout ce qui est le budget, les prélèvements fiscaux destinés à l'assurance maladie et ce que le budget de l'État peut ajouter. Par exemple, rapidement, vous comprenez que les 27 milliards ou les 30 milliards de la gratuité des soins seront reversés dans cette cagnotte pour permettre de prendre en charge. Alors, sa deuxième question, parce que le deuxième volet de la question avait déjà été évoqué avec Asmao Dawo sur là où on en est aujourd'hui avec la mise en œuvre. La loi nous avait donné 2 ans. Nous sommes quasiment au terme de ces 2 ans. Donc, je peux vous dire que dans les 2 semaines à venir, on doit pouvoir prendre ce décret et commencer petit à petit
on a une planification sur une dizaine d'années. En tout cas, en tant qu'acteurs, nous sommes beaucoup mobilisés pour l'adoption de la loi en tant qu'organisation de la société civile et nous sommes maintenant impatients de voir l'effectivité de la mise en œuvre de la loi. Donc, c'est un plaidoyer aussi que je porte à votre attention. L'ensemble du gouvernement vous écoute. Chacun doit travailler dur pour que ce texte puisse être adopté rapidement. Dernière question. Et du coup, on est pris par le temps. Mais Monsieur le ministre, je voulais revenir un peu sur les mutuelles de santé, sachant qu'aujourd'hui, à travers les mutuelles de santé, les ONG et les associations ont travaillé avec les populations pour les habituer à une certaine contribution, à prendre en charge sur la base de contributions sociales et communautaires leur santé. Aujourd'hui, comme dans le dispositif de l'assurance maladie universelle, vous envisagez de compter sur cette expertise pour réussir l'AMU? Parfait. Je pense que vous parlez à un convaincu. Je ne me fais pas beaucoup d'amis à parler de l'assurance maladie à base communautaire ou des mutuelles de santé. Mais moi, je suis convaincu que dans le contexte actuel du Burkina, partir de la communauté pour aller au sommet est peut-être la méthode qui contextualise l'assurance maladie universelle au mieux au Burkina. En fait, depuis 1978, avec la déclaration de Alma-Ata, c'est cette méthode qui a été proposée pour arriver à l'assurance maladie. Une communauté qui s'autopromeut, une communauté qui s'engage, une communauté qui diagnostique ses propres problèmes, une communauté qui trouve avec les professionnels de la santé les solutions et pour couvrir les services, décide de mutualiser les risques, de cotiser pour faire de l'entraide, de la protection de la maladie, ainsi de suite. C'est à peu près ça. Et l'embryon, je vous ai dit, c'est à Guerma. Monsieur le ministre, nous sommes pris par le temps, donc on est obligé d'appeler les vérificateurs. Merci à vous, Rukiatou Ouedraogo. On a compris qu'il faut partir des communautés pour asseoir l'assurance maladie universelle. Donc voilà, Adama Koulibaly, qui n'a pas eu le temps de récupérer les notes de ses invités ce soir, mais qui va faire la vérification rapide avant qu'on mette fin à l'émission. Voilà, amenez vos notes par là. Alors, calcul rapide, sans qu'il y ait trop de flottement. On va peut-être permettre au ministre à ce moment-là de continuer à développer son assurance maladie universelle avec la partie communauté en allant sur... Oui. Très bien. Donc, je vous ai dit qu'on est tous d'accord qu'il faut une assurance maladie universelle parce que globalement, on s'est tous rendu compte qu'on s'est trompé avec la déclaration pour la santé pour tous. Mais cette déclaration n'a pas été assortie d'un mode de financement. Et ce mode de financement qui a été choisi, c'est appelé l'initiative de Bamako. Et l'initiative de Bamako, c'est en fait faire payer les soins par les citoyens. On appelle ça recouvrement des coûts. Et donc pendant des décennies, si vous allez dans une formation sanitaire, il faut avoir de l'argent pour payer. Et bien sûr, parce que vous n'avez pas d'argent, vous refusez même d'aller dans les formations sanitaires. Et vous préférez mourir à la maison ou recourir à l'automédication ou à une médecine peu qualifiée. Deuxièmement, vous allez dans les formations sanitaires avec le niveau général de pauvreté, vous exposez à des coûts appauvrissants.
je peux vous développer ce qu'on appelle des coûts catastrophiques. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de tout développer. Oui, donc, mais on a déjà une idée. On est rendu à l'évidence que si on continue cette politique, on va dévaster l'ensemble du système de santé et éloigner les populations de la santé. C'est pour cela qu'il y a une convergence avec les objectifs du développement durable de donner le mandat à l'ensemble du secteur de la santé d'amener l'ensemble du système vers une assurance maladie universelle pour que avoir accès à la santé soit un droit pour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Adama Coulibaly. Bonsoir Simon, bonsoir Monsieur le ministre. Nous avons suivi avec assiduité les réponses que vous avez apportées aux différentes questions. Concernant la gratuité, vous avez signifié que le niveau de satisfaction était de 83%. Selon le bilan fait par vos services après un an, il est plutôt de 72%. Revérifiez vos chiffres. Okay. J'ai mes notes. Oui. Donc, hormis cela, nous avons trouvé que vous avez apporté autant que se peut des éclaircissements par rapport aux différentes préoccupations. Ces réponses ont donc permis de comprendre les situations et aussi décliner la vision de votre département ministériel. Et comme vous le savez, il est de coutume dans cette émission de noter la prestation de l'invité. Une note des invités ici sur le plateau, donc cette note est de 8 sur 10. Nous aussi, nous vous avons noté pour cet exercice, nous vous avons donné la note de 7 sur 10. Donc, ce qui vous fait une moyenne de 7,5 sur 10. Je ne sais pas, ça correspond à quoi dans le vote baromètre? Mention très bien, on va dire. Mention très bien. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que, Monsieur le ministre, pour un Dagara, vous avez fait honneur à votre chef sénophore que je suis. Merci. Non, c'est les citoyens qui ont été convaincants. Oui, ce n'est pas moi. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que vous avez été convaincant selon la note que le public vous a attribuée. Et donc, on vous a aussi senti dans votre domaine. Je dois faire un mea culpa parce qu'en début de mission, je vous avais dégradé en vous donnant le titre de docteur. C'est le professeur Nicolas Méda qui était toujours docteur d'abord. C'était le professeur Nicolas Méda qui était l'invité de l'émission Dialogue Citoyen ce soir. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être venu. Merci à tous ces invités d'être venus échanger directement avec le ministre. Merci à l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles qui ont participé à la préparation de cette émission. Le journal, c'est tout à l'heure avec Draman Dadia.